Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes prêts pour notre affaire criminelle du jour. Une affaire d'ailleurs qui est très récente, car sachez que le procès vient tout juste de se tenir au mois d'octobre, donc c'est vraiment quelque chose de très frais. Mais avant que l'on entre plus dans les détails de cette affaire, sachez que cette vidéo est sponsorisée par Eve & Co, une compagnie 100% française qui conçoit des culottes menstruelles remplaçant totalement les serviettes hygiéniques et les tampons. Vous n'aurez besoin d'aucune autre protection, pas de fuite et pas d'odeur, et cela durant 12 heures. Fini la sensation d'humidité après seulement 2 heures et l'inconfort que les tampons peuvent vous procurer. Les mauvaises odeurs et les serviettes hygiéniques qui doivent être changées toutes les heures, c'est aussi du passé. Et le risque de choc toxique en portant une cup menstruelle, vous n'y penserez même plus. Car leurs culottes faites en coton biologique sont super confortables et tellement faciles d'utilisation. Elles vous offrent une tranquillité d'esprit qu'aucune autre protection ne peut vous offrir et vous serez au sec toute la journée grâce à leur technologie anti-fuite. Plusieurs modèles sont disponibles sur leur site pour s'adapter à vos formes et surtout à vos besoins. Et sachez que vos nuits n'auront jamais été aussi paisibles que dans ces culottes. Ça change littéralement la vie, croyez-moi, une fois que vous les aurez essayées, il vous sera impossible de revenir en arrière. Et pour le Black Friday, il y a aujourd'hui moins 70% sur l'entièreté du site et sachez qu'il s'agit là de la plus grosse promotion de l'année. Et de leur côté, Eve & Co n'y gagne absolument rien du tout. Leur seul et unique but est de populariser la culotte menstruelle. Et avec cette promotion, ça ne revient qu'à 9,99 € la culotte menstruelle bio certifiée GOTS. C'est du jamais vu. Et pour en profiter, vous n'avez aucunement besoin de code promo. C'est directement disponible sur leur site et ce pour une période de temps très limitée. Courez donc immédiatement dans la description de ma vidéo où vous retrouverez le lien pour pouvoir en profiter. Et faites vite car les quantités sont elles aussi très limitées. Merci encore à Eve & Co d'avoir sponsorisé notre vidéo du jour et n'oubliez pas pour le Black Friday de profiter des moins 70% sur l'entièreté de leur site. Je vous laisse dès à présent vous installer bien confortablement pour notre affaire du jour. Virginia McCullough est née durant l'année 1988 et grandit aux côtés de ses parents John et Lois McCullough à Great Barrow dans le comté d'Essex en Angleterre. Virginia a 4 sœurs et se trouve être la petite dernière de cette grande famille. Son père, John McCullough, a travaillé une majeure partie de sa vie en tant que professeur d'études commerciales universitaires dans plusieurs grandes écoles, et notamment la Anglia Ruskin University de Cambridge, qui se trouve être un établissement de très grande renommée. John a toujours eu une immense passion pour l'écriture et l'éducation. Enseigner était une véritable vocation pour lui et il prenait énormément de plaisir à partager son savoir avec ses étudiants. Et après de très longues années de travail acharné, il a décidé de prendre sa retraite aux alentours de l'année 2015. John est une personne très joviale. Ses proches disent de lui qu'il ne pouvait pas s'empêcher de placer des blagues dès qu'il en avait l'occasion. Il adorait faire rire ses filles et ne cessait de plaisanter avec elles. Et à côté de son travail qui lui a pris énormément de temps durant de longues années, il adore passer ses journées à jouer au golf ou encore au billard ou passer tout simplement du temps avec sa femme Lois. Lois qui se trouve être d'ailleurs beaucoup plus introvertie que son mari. Elle est mère au foyer et est une personne très anxieuse qui souffre terriblement d'agoraphobie, soit la peur des lieux publics et de la foule. Elle sort donc très rarement de la maison et lorsqu'elle met le nez dehors, c'est bien souvent parce qu'elle n'a vraiment pas d'autre option. Et dans ces moments-là, elle tente de se faire le plus discrète possible dans l'espoir que personne ne vienne l'aborder. Elle marche bien souvent la tête baissée, les yeux rivés sur ses pieds et tente de ne croiser le regard d'absolument personne. Sur Internet cependant, elle est bien moins timide que dans la vie réelle. Elle s'est créé un profil sur un site internet du nom de Pen Friends qui consiste à entretenir des amitiés et à correspondre avec des gens à travers le monde. Et sur ce site, Lois est plutôt active et a d'ailleurs un bon nombre d'amis virtuels avec lesquels elle échange au travers d'emails ou encore de lettres sur une base régulière. Lois est une grande passionnée d'histoire et adore apprendre de nouvelles choses et s'instruire. Elle est à côté de cela aussi totalement passionnée par la famille royale
Et elle ne manque jamais un reportage ou encore une émission de télé consacrée à la monarchie britannique. Dû à l'anxiété et l'agoraphobie de Loïs, John s'est tout doucement lui aussi renfermé sur lui-même, ce qui fait que le couple ne sortait pratiquement jamais de chez eux et passait tout leur temps à l'intérieur de leur maison. Maison qui est d'ailleurs localisée sur une petite rue tranquille de Great Baddow et qui est partagée en deux au milieu. La famille avait donc un voisin direct. Et ce voisin en question décrit les McCullough comme étant une famille plutôt étrange, mais surtout très discrète. Et même après avoir été le voisin de cette famille pendant plus de 20 ans, il admet s'être demandé à plusieurs reprises s'il y avait bel et bien quelqu'un qui vivait de l'autre côté du mur. Il décrit la maison comme étant toujours plongée dans le calme le plus total, et d'après lui, les rideaux aux fenêtres étaient constamment fermés, ne laissant donc aucunement passer la lumière du jour à l'intérieur du domicile. Il va aussi comparer Loïs et John à des ombres, en disant que ces derniers ne sortaient de chez eux que lorsqu'ils étaient assurés qu'il n'y avait aucun de leurs voisins à l'horizon. Et ils sortaient bien souvent tellement rapidement que personne n'avait le temps de les remarquer. Un autre de leurs voisins va cependant témoigner avoir à plusieurs reprises entendu des cris s'échapper de l'intérieur de la maison, car d'après lui, les techniques d'éducation de Loïs et John étaient plutôt particulières. Loïs hurlait apparemment constamment sur ses enfants, et certains proches du couple affirment même avoir été témoins de violences de la part de la mère de famille sur ses filles lorsque ces dernières ne lui obéissaient pas. Ceci n'a cependant jamais été réellement prouvé, donc il est très difficile de les accuser fermement de quoi que ce soit. Mais leurs voisins et amis ne sont pas les seuls à avoir porté ces accusations, car l'une des filles du couple, après avoir pris son indépendance, va elle aussi affirmer avoir été bel et bien violentée par ses parents durant son enfance. D'après elle toujours, Loïs et John étaient extrêmement durs, et lorsque leur fille ne leur obéissait pas, ils ne passaient pas par quatre chemins et en venaient bien souvent aux mains. Avec le temps, les filles aînées du couple ont chacune leur tour quitté le domicile familial pour aller s'installer à plusieurs kilomètres de leurs parents. Et certaines d'entre elles se sont même mariées et ont eu des enfants. En 2019, la cadette Virginia était la seule et unique fille du couple à toujours vivre sous leur toit. Elle était à ce moment-là âgée de 32 ans et était célibataire et sans emploi, ce qui fait qu'il lui était impossible de pouvoir payer un loyer. Mais de toute façon, cette situation arrangeait bien ses parents, car Loïs et John avaient toujours eu un petit faible pour leur petite dernière. Virginia avait toute sa vie été traitée différemment de ses autres sœurs, peut-être dû au fait qu'elle était la petite dernière, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'elle était traitée telle une véritable petite princesse. La plupart des parents seraient totalement désespérés de voir leur fille de 32 ans vivre encore sous leur toit et se tourner les pouces toute la journée. Mais ce n'était clairement pas le cas de Loïs et John. Bien au contraire, on aurait dit plutôt qu'ils avaient peur de se retrouver seuls et espéraient donc au fond d'eux que Virginia reste le plus longtemps possible chez eux. Et la présence de leur fille les rassurait aussi très probablement, car le couple qui à ce moment-là avait tous les deux plus de 70 ans ne se trouvait vraiment pas en bonne santé. John souffre terriblement de diabète de type 2, d'hypertension artérielle, d'hypercholestérolémie, une maladie qui augmente la présence de mauvais cholestérol dans le sang, ainsi que d'un glaucome. Tandis que les troubles anxieux de Loïs n'ont fait que s'accentuer avec le temps. Elle a en plus de cela développé des troubles obsessionnels compulsifs et s'est retrouvée à prendre quotidiennement plusieurs médicaments qui la détendaient mais pouvaient parfois la laisser dans un état totalement léthargique. Et pourtant, Virginia était bien loin d'être une personne de confiance que l'on souhaiterait avoir à nos côtés dans les moments les plus difficiles. Car en plus d'être une personne plutôt égoïste, elle n'avait aucun remords à profiter de la vulnérabilité de ses parents. Comme mentionné précédemment, Virginia ne travaille pas et ne paye aucun loyer. Mais ça, ses parents n'en ont pas la moindre idée, car elle a été capable de les convaincre qu'elle était en train d'étudier pour devenir une artiste, et qu'à côté de cela, elle travaillait en tant que designer graphique. Elle passe son temps à peindre et à dessiner et ne cesse de répéter autour d'elle qu'elle deviendra un jour une très grande artiste dont les œuvres seront exposées dans les plus grands musées. Elle a beaucoup d'espoir, c'est très admirable, mais cependant malheureusement, d'après ses propres sœurs, son talent artistique laissait très fortement à désirer. Durant toute sa vie d'adulte, Virginia n'a jamais réellement travaillé. Elle a enchaîné quelques petits jobs, mais pour lesquels elle n'a jamais vraiment montré le moindre intérêt ni la moindre motivation.
Et peut-être bien que l'agoraphobie de sa mère a aussi déteint sur elle, car Virginia ne quittait que très rarement la maison. On ne peut pas vraiment dire non plus qu'elle ait beaucoup d'amis. Elle est une personne très solitaire et rentre assez rarement en contact avec des personnes autres que ses parents ou quelques voisins de temps en temps. La relation entre Virginia et ses sœurs n'est elle non plus pas des meilleures, si on peut appeler ça une relation d'ailleurs. Car au fil des années, les sœurs de la jeune femme ont pris leur distance avec elle, et certaines d'entre elles ont affirmé que cela était dû au tempérament de leur sœur, et surtout au fait que cette dernière était une menteuse compulsive. Outre les petites disputes classiques que l'on pourrait retrouver dans pratiquement toutes les fratries, Virginia mentait sur des choses bien plus graves et il était parfois très difficile de démêler le vrai du faux. Elle va par exemple faire croire à ses proches qu'elle souffre de toutes sortes de maladies différentes. Des maladies toujours assez inquiétantes pour que ses proches soient justement inquiets pour elle, mais jamais trop graves pour pas qu'on lui pose trop de questions. Elle va aussi aller jusqu'à prétendre être enceinte et elle ne fait clairement pas les choses à moitié car Virginia va acheter sur internet un faux ventre qu'elle va aller jusqu'à porter durant des semaines entières sous ses vêtements. Et le pire, c'est que ses parents ne s'imaginent pas un seul instant que Virginia soit capable de mentir sur quelque chose d'aussi gros que cela. Dans leur tête, ils sont convaincus qu'ils sont sur le point de devenir grands-parents. Mais le problème, c'est qu'une grossesse, ça doit bien se terminer à un moment ou un autre. Donc pour expliquer l'absence de bébé 9 mois plus tard, elle va maintenant aller jusqu'à s'inventer une fausse couche. Les sœurs de Virginia vont rapidement émettre des doutes concernant cette fameuse grossesse et se dire qu'il y a de très fortes chances pour qu'il s'agisse là, une fois de plus, d'un énorme mensonge de la part de leur sœur. Au final, les seules personnes qui avaient une confiance totalement aveugle envers Virginia et acceptaient absolument tout ce qu'elle leur disait sans poser de questions, se trouvaient être Lois et John. Et Virginia va bien profiter de cette confiance et en abuser. Elle réalise que ses parents sont très faciles à manipuler et d'autant plus avec leurs problèmes de santé, les rendant plus vulnérables encore. Elle arrive donc à les convaincre de lui donner un accès total à leurs finances et de la laisser entièrement gérer leur argent. D'après Virginia, il n'est pas du tout sécuritaire pour des personnes de leur âge de gérer leur argent seules. Elle insiste sur le fait qu'il serait beaucoup trop facile pour eux de faire une erreur ou encore de se faire pirater sur Internet. Eux qui n'ont aucune expérience en ligne et ne savent pas du tout se servir d'un ordinateur, ce serait prendre bien trop de risques pour rien. Convaincus par ses arguments et épatés par sa générosité, Lois et John finissent par accepter volontiers, sans avoir la moindre idée de ce qui les attend. Car à peine Virginia a-t-elle récupéré les codes d'accès au compte bancaire de ses parents, qu'elle entreprend de les vider petit à petit. Et elle qui ne sort jamais de la maison se met alors à faire du shopping en ligne avec l'argent de ses parents et s'achète toutes sortes de choses, plein de vêtements, accessoires et gadgets en tout genre. Mais elle va même aller encore plus loin que cela car Virginia va ouvrir plusieurs prêts bancaires au nom de ses parents. Ces pauvres parents qui se retrouvent alors avec de très grosses dettes sur les épaules. Et durant plusieurs mois, elle va être ainsi capable de dévaliser petit à petit le compte bancaire de ses parents sans que ces derniers ne réalisent quoi que ce soit. Mais ils vont bien évidemment finir par réaliser que leurs économies de toute une vie sont en train de s'évaporer dans les airs. Et ce qui est assez ironique, c'est que la première chose à laquelle ils vont penser se trouve être les avertissements de Virginia. Et ils vont se dire que leur fille avait bel et bien raison, car ils viennent de se faire pirater. Virginia joue alors la carte de l'innocence et prétend être étonnée de savoir que ses parents se sont fait voler. Mais Lois et John ne sont pas si stupides et vont investiguer de leur côté pour essayer de comprendre ce qui a bien pu se passer. Et ils vont très rapidement remonter la trace jusqu'à leur propre fille, qu'ils vont immédiatement questionner. Mais même après avoir été prise la main dans le sac, Virginia continue de nier en bloc avoir quoi que ce soit à voir là-dedans. Et elle devait être une excellente menteuse ou ses parents plutôt crédules, car ils vont de nouveau se laisser convaincre qu'effectivement, Virginia n'a rien à voir là-dedans et qu'ils se sont tout simplement fait voler leur argent par des pirates en ligne. Et j'ai lu dans le rapport de police de cette affaire qu'elle est allée jusqu'à se faire passer pour la police elle-même, justement. Elle a appelé ses propres parents en prétendant être un agent qui était en train d'enquêter sur ces fameux pirates en ligne. Elle est vraiment prête à absolument tout pour ne pas se faire prendre. Mais elle sait cependant pertinemment que ça n'est plus qu'une question de temps avant que Lois et John ne réalisent la pile de mensonges que leur fille leur a servi durant toutes ces années. Et lorsque ce moment arrivera, il y a de très fortes chances pour qu'elle perde toute la confiance de ses parents, mais aussi et surtout
l'accès à leur compte en banque. Il lui faut donc réfléchir très rapidement à une solution pour éviter que cela n'arrive. Et parmi toutes les options qui s'offraient à elle, Virginia va décider d'y aller avec la plus radicale d'entre elles. Au mois de juin de l'année 2019, Virginia a mis ses parents dans des dettes s'élevant à plus de 60 000 livres sterling. Mais elle commence à en avoir marre de couvrir ses arrières sans arrêt et de devoir inventer de nouveaux mensonges. Le 17 juin de cette année-là, elle décide donc qu'il est temps que les choses changent et met son plan à exécution. Ce soir-là, comme tous les autres soirs, la petite famille se met à table et partage un bon repas. Mais lorsqu'ils ont terminé de manger, Virginia décide de préparer à ses parents une boisson. Et une boisson plutôt spéciale, car à l'intérieur de celle-ci, Virginia mélange de nombreuses pilules qu'elle a pris le temps d'écraser pour qu'elles passent totalement inaperçues. Entre les mois de mars et de juin, la jeune femme a pris soin de collecter les médicaments que ses parents prenaient pour leurs nombreux problèmes de santé et les a gardés de côté pour ce moment précis. Une fois les boissons servies à ses parents, elle leur dit bonne nuit et part se coucher. Et le lendemain matin, lorsqu'elle se réveille aux alentours de 6 heures, elle va immédiatement constater l'ampleur des dégâts de son acte de la veille. Lois et John dormaient depuis déjà de très longues années dans des chambres séparées. Virginia se rend donc en premier lieu dans celle de son père. John est allongé sur son lit, totalement inconscient. Et lorsque Virginia le touche pour vérifier s'il respire toujours, elle réalise que son corps est totalement froid et qu'il est bel et bien mort depuis de très longues heures déjà. Virginia referme alors la porte de la chambre derrière elle et se dirige maintenant vers la chambre de sa mère. Elle s'attend alors à la trouver dans le même état que son père. Mais lorsqu'elle ouvre la porte, elle se retrouve nez à nez avec Lois, qui est assise sur le bord de son lit. Virginia lui demande alors si tout va bien, et elle constate bien rapidement que les médicaments ne l'ont peut-être pas tuée, mais ils l'ont tout de même bien affectée. Car Lois est dans un état second et semble avoir du mal à se lever et à émerger de son sommeil. Virginia ne sait pas du tout quoi penser de la situation. Elle réalise que son petit plan parfait était en train d'échouer, car lorsque Lois allait découvrir le corps de John, elle contacterait très certainement les secours qui relieraient sa mort à Virginia. Et il était absolument hors de question pour elle que cela arrive. Il lui fallait donc agir très rapidement. Virginia allume alors la radio qui se trouve à côté du lit de sa mère et lui demande de bien vouloir rester assise et de l'attendre pendant qu'elle part chercher quelque chose. Lois, qui se trouve dans un état second, obéit, probablement sans même le réaliser, et quelques secondes plus tard, sa fille réapparaît sur le pas de la porte. Et lorsqu'elle avait mentionné à Lois devoir aller chercher quelque chose, cette dernière n'a à aucun moment imaginé voir revenir sa fille, un marteau à la main. Virginia s'approche alors de sa mère, soulève le marteau et frappe de toutes ses forces. Et après quelques secondes de silence, Lois, qui ne bougeait absolument pas, relève très soudainement la tête et se met à crier sur sa fille en lui demandant pourquoi est-ce qu'elle a fait ça, pourquoi est-ce qu'elle vient de l'agresser si violemment. Virginia est alors prise de panique et quitte la pièce en courant pour aller chercher cette fois-ci un couteau, un large couteau de cuisine qu'elle avait pris la peine d'acheter quelques semaines plus tôt dans le but précis d'assassiner ses parents. Et sans le moindre remords, elle se met alors à poignarder sa mère au niveau du cou, de la poitrine et de l'épaule. Ce seront un total de 8 coups de couteau que Lois recevra, 8 coups dont 7 au niveau de la poitrine qui lui seront tristement fatals. Et en plein milieu de cette attaque terriblement violente, Virginia s'est malencontreusement coupée au niveau de la main. Une fois qu'elle est certaine que ses parents ont bel et bien tous les deux rendu leur dernier souffle, elle se rend donc à l'hôpital dans le but de se faire soigner. Et lorsque les médecins lui demandent de quelle manière est-ce qu'elle s'est fait cette entaille très profonde, Virginia leur explique s'être blessée en coupant des légumes pendant qu'elle préparait le repas. Une excuse qui va très bien passer car elle va être soignée et renvoyée chez elle dans la foulée. Une fois de retour à la maison, Virginia réalise qu'elle se trouve maintenant avec 2 cadavres sous son toit. Il lui faut donc agir rapidement, sans quoi les corps vont commencer à décomposer et les odeurs et insectes qui vont avec vont faire leur apparition. La jeune femme se rend alors en centre-ville pour acheter tous les outils nécessaires à faire disparaître les preuves de son crime. Elle achète du ciment, des blocs de parpaing, un escabeau et 2 sacs de couchage avant de procéder avec le reste de son plan. Virginia place le corps de sa mère à l'intérieur d'un sac de couchage qu'elle enroule de scotch pour s'assurer qu'il ne se réouvre pas.
Elle dépose alors le sac contenant le corps de Loïs à l'intérieur de la penderie de la chambre de cette dernière, et les blocs de parpaing achetés la veille trouvent leur utilité à ce moment-là, car elle va les placer devant la porte de la penderie pour en bloquer totalement l'accès. Et une fois terminée avec sa mère, elle passe maintenant à John. Et étrangement, elle va se donner un petit peu plus de mal pour son père que pour sa mère, un petit peu comme si elle voulait l'enterrer de manière respectable, si on peut dire cela compte tenu de la manière dont elle s'est débarrassée de lui. Mais contrairement à sa mère qui a tout simplement été jetée à l'intérieur de la penderie, son père de son côté va avoir droit à une espèce de tombe faite maison. Elle place de nouveau le corps à l'intérieur du sac de couchage qu'elle enroule de scotch, puis empile les blocs de parpaing les uns au-dessus des autres. Elle utilise le ciment pour les consolider, dépose le sac de couchage à l'intérieur et referme la tombe, toujours à l'aide de parpaing. Et cette fameuse tombe se trouve à l'intérieur du bureau de son père. Ce qui est totalement fou dans cette affaire, c'est qu'à aucun moment Virginia n'a envisagé de se débarrasser des corps. Elle les a laissés là, à l'intérieur de la maison dans laquelle elle vit. Car oui, Virginia va rester vivre à l'intérieur de cette maison qui contient les corps de ses parents. Elle continue de vivre en toute normalité, comme si rien ne s'était passé. Elle prend sa douche tranquillement, se relaxe devant la télévision, se fait à manger, tout ça à quelques mètres seulement des corps en décomposition de ses propres parents. Et quand je vous dis qu'elle a été capable de tourner la page et de faire comme si rien ne s'était passé très rapidement, je ne vous mens pas, car le lendemain matin seulement, elle était en train d'utiliser les cartes de crédit de ses parents de nouveau pour faire du shopping en ligne. Et voyant que les cartes ont atteint leur plafond, elle va encore plus loin car elle contacte la banque de ses parents pour commander de nouvelles cartes en leur nom. Dites-vous qu'à ce moment-là, la somme totale de l'argent qu'elle a volé à ses parents s'élève à pratiquement 150 000 livres sterling. Comme je l'ai dit plus tôt, Loïs et John quittaient très peu leur maison. Il leur était assez rare d'avoir de la visite, même de la part de leur fille. Ce qui va être un très gros avantage pour Virginia. Mais dans le doute, pour essayer de brouiller toutes les pistes, elle envoie depuis le téléphone portable de sa mère un SMS à ses sœurs, à l'intérieur duquel elle explique que John et elle sont partis quelques jours sur la côte pour profiter du beau temps et de l'océan, et signe ce message « Maman ». Mais ça ne va pas s'arrêter là, car durant les mois qui suivent l'assassinat de ses parents, Virginia envoie des dizaines de SMS depuis le téléphone de ces derniers à ses sœurs et à ses proches en se faisant passer pour eux. Et lors d'événements tels des anniversaires ou encore des fêtes, elle envoie des cartes à ses sœurs qu'elle signe Loïs et John. Et ce petit jeu va durer longtemps. Très longtemps même, car ce sont des années entières qui vont s'écouler sans que personne ne découvre quoi que ce soit. Et pendant ce temps, Virginia vit tranquillement dans la maison familiale, tout en continuant de voler ses parents. Mais ce qui a permis à Virginia de pouvoir garder son petit secret aussi longtemps se trouve être la pandémie globale qui a éclaté quelques mois seulement après l'assassinat de ses parents. L'isolement total a bien facilité la vie de Virginia, car elle était assurée que personne ne tenterait de rendre visite à ses parents ou d'entrer en contact physique avec eux, et ce tant que le virus continuerait de circuler. D'autant plus, je vous le rappelle, que Loïs et John étaient tous les deux malades, ce qui fait que personne ne voulait prendre le risque de potentiellement les contaminer, ce qui aurait pu les tuer. L'ironie du sort, c'est qu'ils étaient tous les deux déjà morts, bien avant que la pandémie n'éclate. Mais le fait que le couple était malade va aussi mettre des bâtons dans les roues de Virginia. Car John et Loïs avaient tous les deux plusieurs traitements à prendre quotidiennement, ainsi que de nombreux rendez-vous médicaux avec des professionnels de la santé qui s'assuraient que leur état ne s'empire pas. Forcément, ces rendez-vous médicaux ont dû s'arrêter temporairement durant le pic de la pandémie. Mais une fois que les choses ont commencé à aller un petit peu mieux, les médecins qui suivaient Loïs et John recommencent à essayer d'entrer en contact avec eux pour prendre de nouveaux rendez-vous de suivi. Et à chaque fois que les médecins appellent au domicile de la famille McCullough, c'est Virginia qui décroche et qui prend ses rendez-vous pour ses parents, avant de finalement les annuler quelques jours plus tard seulement, en prétendant qu'ils étaient parfois trop malades pour s'y rendre, ou encore qu'ils avaient dû s'absenter pour une urgence familiale.
Et pendant ce temps, la jeune femme vit sa petite vie en toute tranquillité, à la seule différence qu'elle se met soudainement à rendre visite de plus en plus régulièrement à ses voisins, ce que ces derniers ne vont pas manquer de remarquer. Elle leur amenait régulièrement de bons petits plats ou sortait de la maison pour aller discuter avec eux lorsqu'elle les apercevait par la fenêtre. Et ses voisins en question prennent plaisir à discuter avec elle, car ils la trouvent plutôt sympathique et assez drôle d'ailleurs. Ils aiment beaucoup son sens de l'humour, qui peut être parfois un petit peu particulier. L'un de ses voisins va d'ailleurs faire l'expérience de cet humour plutôt unique. Ce dernier tient une petite épicerie non loin de chez les McCullough et il explique avoir eu la visite de Virginia dans son magasin à de très nombreuses reprises durant les mois ayant suivi la mort de ses parents. Elle venait même parfois plusieurs fois par jour, tout simplement pour discuter avec lui, car il était assez rare qu'elle achète quoi que ce soit dans son épicerie. Quelques semaines seulement après les événements sombres du 17 juin 2019, Virginia lui rend visite de nouveau et ce jour-là, elle ne cesse de faire de l'humour et de parler au second degré. Et c'est alors qu'elle lui dit de la manière la plus naturelle possible et sans la moindre expression sur le visage, « La police me recherche car ils pensent que j'ai tué mes parents ». Et sur le coup, le commerçant n'a absolument pas réagi. Il s'est tout simplement dit qu'il s'agissait là de l'humour très particulier de Virginia. Il a donc ri et a changé de sujet. Les mois et les années passent et la jeune femme est capable de s'en sortir sans attirer les soupçons de qui que ce soit. Et cela pour un total de 4 ans et 3 mois. Alors soit, les sœurs de Virginia ne semblaient pas avoir la meilleure des relations avec leurs parents, mais quand même, on parle là de 4 anniversaires, 4 Noëls, 4 fêtes en tout genre, sans que personne n'ait jamais tenté de leur rendre visite. Je trouve ça absolument fou. Et ça nous prouve bien là à quel point John et Lois étaient totalement isolés du reste du monde. Et un autre élément qui est très étrange dans cette affaire, c'est qu'au cours de ces 4 années, Virginia va contacter d'elle-même la police plus d'une centaine de fois. Elle passait son temps à contacter les services de police pour toutes sortes de raisons, toutes plus sordides les unes que les autres, et toujours en se faisant passer pour sa mère. Une fois, elle va appeler car un groupe de jeunes se trouve dans la rue non loin de chez elle, ce qui semble la déranger. Une autre fois, car un voisin est en train de promener son chien un petit peu trop près de chez elle, ou encore car ses voisins font un peu trop de bruit. Bref, ce ne sont jamais de réels problèmes nécessitant à la police de se déplacer. La plupart de ces conversations vont donc majoritairement avoir lieu uniquement par téléphone, sans qu'aucun officier de police ne se rende jamais sur place. Une fois cependant, Virginia les contacte pour une raison cette fois-ci bien loin de simples petits problèmes de voisinage. Pour la toute première fois, elle appelle en son propre nom et non plus en se faisant passer pour sa mère, et elle affirme avoir été agressée à l'intérieur de son jardin par des individus masqués. Et cette fois-ci, vu la raison de l'appel, les policiers vont se déplacer pour s'assurer que Virginia ne soit pas en danger. Une fois sur place cependant, ils sont surpris de découvrir une Virginia tout à fait calme qui les invite à venir s'asseoir dans le salon pour boire le café avec elle. Et ce qui est fou, c'est qu'à ce moment-là, les policiers ne se trouvaient qu'à quelques mètres d'une terrible scène de crime et étaient en train de discuter en toute décontraction avec la responsable de ce crime sans même le savoir. Après avoir discuté avec Virginia et avoir réalisé que cette fameuse attaque n'avait probablement jamais eu lieu, ils finissent par quitter les lieux. Et sachez qu'entre le moment où Virginia a mis fin au jour de ses parents et la fin de cette affaire 4 années plus tard, ce ne sont pas moins de 200 appels à la police qui ont été passés par la jeune femme. Le fait qu'elle ait elle-même contacté les autorités autant de fois nous laisse presque penser qu'elle avait envie de se faire arrêter. Au début du mois de septembre 2023, la police du comté d'Essex reçoit un appel téléphonique de la part du médecin de famille du couple McCullough. Le médecin leur fait part de ses inquiétudes et insiste bien sur le fait que ni Lois ni John ne se sont présentés à aucun de leurs rendez-vous médicaux depuis plusieurs années maintenant, et ce malgré leurs très importants problèmes de santé. Il est persuadé que quelque chose cloche et demande aux policiers de bien vouloir se rendre à leur adresse pour vérifier que tout aille bien. Mais avant de se déplacer, les policiers passent un coup de téléphone au domicile des McCullough et tombent directement sur leur fille, Virginia. La jeune femme explique alors que ses parents vont très bien, mais qu'ils sont actuellement en voyage à l'étranger et qu'ils n'ont pas de téléphone portable sur eux. Il est donc totalement impossible de les rejoindre. Mais les policiers ne sont pas convaincus par cette explication. Ils décident donc de se rendre sur place. Et une fois arrivés, les officiers de police armés d'un taser ordonnent à Virginia de ne pas bouger pendant qu'ils inspectent la maison à la recherche de ses parents.
Et il ne va pas leur prendre bien longtemps avant de réaliser que quelque chose dans cette situation n'était pas normal du tout. Virginia a une attitude très calme et décontractée. Elle affirme immédiatement être totalement prête à coopérer avec eux et leur dire toute la vérité. Et lorsqu'on lui demande s'il y a quelque chose dans la maison dont les policiers devraient être avertis, d'elle-même, elle leur avoue tout. Elle demande aux officiers si elle peut leur montrer directement de quoi il s'agit, ce qu'ils refusent. Il lui demande de rester là où elle est et de leur dire ce qu'ils vont trouver et où le trouver. Virginia les emmène alors dans une pièce voisine qui se trouve être le bureau de son père et leur confesse alors que derrière l'espèce de tombe de parpaing qui se trouve derrière les officiers est enterré le corps de John. Et lorsqu'un policier lui demande où se trouve sa mère, toujours sur le même ton extrêmement monotone, elle leur répond que c'est un petit peu plus compliqué et souhaiterait pouvoir le leur montrer elle-même. Les policiers tentent alors de la faire parler pour récolter le plus de détails possible. Et en toute honnêteté, il ne va pas leur falloir insister bien longtemps, car Virginia est un véritable moulin à paroles qui ne cesse de déblatérer. Elle leur explique alors ce qui est arrivé à sa mère et ce qu'ils vont trouver à l'intérieur de la penderie de sa chambre. Elle va même d'elle-même leur indiquer l'endroit exact où ils vont pouvoir récupérer l'arme du crime. Ce qui a vraiment retenu l'attention dans cette affaire, c'est cette petite phrase qu'elle dit à un policier alors qu'elle est sur le point de se faire arrêter. Elle se retourne vers lui avec un petit sourire assez déconcertant et lui dit « Vous pouvez vous détendre, vous avez réussi à attraper le vilain dans cette affaire. » Ce qui, une fois de plus, à mes yeux, renforce l'idée selon laquelle elle n'attendait que ça de se faire arrêter. Et même après son arrestation, elle est totalement incapable de s'arrêter de parler. Elle continue de partager des détails concernant les meurtres et d'indiquer les endroits exacts où elle a caché des indices pouvant être utiles aux policiers. Et lorsque la nouvelle vient jusqu'aux oreilles des proches de la famille McCullough, ces derniers sont totalement bouleversés. Les 4 filles de John et Lois ont bien du mal à réaliser ce qui s'est passé. Elles ne comprennent pas comment Virginia a été capable de commettre de tels actes et surtout de leur mentir durant tout ce temps en se faisant passer pour leurs parents. Car je vous rappelle que durant ces 4 années, Virginia a envoyé tout un tas de cartes postales et de messages à ses sœurs en se faisant passer pour ses parents. Elle est vraiment allée très loin dans sa manipulation. Les voisins de la famille admettent être eux aussi extrêmement surpris et horrifiés à l'idée de savoir que durant tout ce temps, Virginia discutait avec eux en toute décontraction, en mentionnant même ses parents à de nombreuses reprises, prétendant qu'ils étaient en voyage ou encore en croisière, alors que durant tout ce temps, leur corps était en train de se décomposer derrière les murs de leur maison. Virginia McCullough s'est présentée au tribunal pour recevoir sa sentence très récemment, le 11 octobre 2024 pour être exact. Lors de l'audience, l'état de santé mentale de Virginia va être mentionné à plusieurs reprises, car après des tests, il va être découvert que la jeune femme souffrait de troubles de la personnalité et de troubles du spectre de l'autisme. Mais pas que, car il lui est aussi décelé une très sévère dépression ainsi que des troubles psychotiques. Ce qui va faire très fortement pencher la balance, car il va être assez difficile de savoir si Virginia était réellement consciente ou non de ce qu'elle faisait lorsqu'elle a assassiné ses parents. Ce qui va cependant aller en sa défaveur est le fait qu'elle ait tenté de masquer ses crimes durant plus de 4 ans et que son acte ait été entièrement prémédité. Elle a pris le temps de mettre de côté les pilules de ses parents durant plusieurs mois et d'aller acheter un couteau dans le but précis de mettre fin au jour de Lois et John. La principale motivation derrière les meurtres serait tout simplement due au fait que Virginia était terrifiée à l'idée que ses parents ne découvrent la somme monstrueuse d'argent qu'elle leur avait volée. Et surtout car elle souhaitait continuer de pouvoir vider leur compte en banque sans risquer de se faire prendre. Virginia affirme avoir de terribles remords et regretter son acte. Elle va plaider coupable et recevoir pour les meurtres de ses parents une condamnation de prison à vie, avec un minimum de 36 ans à servir avant de ne pouvoir tenter de faire appel. Et voilà qui conclut notre affaire du jour dédiée à la famille McCullough. J'ai hâte de connaître vos réactions sur cette affaire et de savoir ce que vous en avez pensé. Donc n'hésitez pas à me laisser vos avis en commentaire. Et si ça n'a pas encore été fait, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite alarme pour être informé des futures publications de mes vidéos. Merci encore à Eve & Co d'avoir sponsorisé notre vidéo du jour. Et n'oubliez pas de vous rendre dans le lien en description pour pouvoir profiter de leur promotion de Black Friday de moins 70% sur tout le site. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour d'autres histoires toutes plus glauques les unes que les autres. Bye!